Nathan et Camille, vous auriez dû prendre l'option des deux en jambes. Elle reste à 28-2 alors ou à 28-0. Soit c'est l'orgueil, soit c'est le cerveau. Après, elle, c'est dans la représentation, tu vois, qu'elle a de ce qu'elle fait. L'onglet la main. Derrière, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Parce que j'arrivais pas à mettre l'ondule comme j'avais parce qu'on travaillait avant, tu sais. Là, sur le retour, ouais, c'est le retour où tu sais, je suis à plat, je courbe le dos, tu sais, comme. Je sais pas, j'ai mal à expliquer, mais. On va observer, on va essayer de. Hein? Je pense qu'il va falloir travailler. T'as besoin de tes jambes. Ouais. On observe, on voit un peu ce qui se répète. Et puis... Ce qui est central, ce sont les connaissances et la représentation mentale. Donc, en gros, postuler qu'il faut que la personne acquiert des connaissances sur soi, des connaissances sur le milieu, des connaissances pour faire, et tout ça, elle se les représente pour organiser son corps dans l'espace. Voilà, vous fabriquez des connaissances qui peuvent être basées généralement sur le modèle expert. C'est-à-dire que vous avez votre modèle de ce que c'est qu'une ondulation, vous le transmettez d'une manière ou d'une autre à l'autre, pour qu'il s'approprie et ensuite qu'il fasse. Il faut que tu arrives rapidement à trouver la position, tu vois. Uniquement l'eau, il faut que tu frôles là, et hop, il repasse. Parce que si tu es à chaque fois là, tu vas perdre beaucoup de temps. Et si tu es... Je vais te donner un exemple. Tu vas voir la championne du monde, Rebecca Sonic de la brasse, il est comme ça, tonicité énorme, et là, tu as l'impression que la tête ne bouge pas. Il est presque en permanence. Il est uniquement, il a, tu vois, l'eau qu'il est comme ça, qui le coiffe. Essaye par contre de faire quelques virages. Mais on est d'accord, Hugo, c'est bien pour ça qu'il faut que ton accélération, elle soit la plus grande possible. Parce que tu vas vite freiner. Et qu'est-ce que tu fais, toi, justement? Parce qu'à un moment donné, à mon avis, l'impulsion, elle est encore insuffisante. Je vais t'expliquer ce que font tous les nageurs. Ça, c'est la résultante du freinage. C'est-à-dire, vous sentez que le bassin ne passe pas. Pour changer, vous faites donc inconsciemment un changement de direction au niveau de l'organisation posturale du corps le plus rapide possible. Et vous faites ça, Hugo. Vous êtes ici, vous êtes là comme ça. Regarde bien ce que je vais faire. Et on descend vite vers le bas pour pouvoir passer ses jambes le mieux possible. Mais c'est pour compenser le manque de vitesse initiale. Toi, tu as une masse par rapport à l'accélération que tu lui transmets. Au lieu de t'arrêter là, et puis là de faire ce que tu fais toi, là, regarde, brutalement, essayer d'inverser parce que tu sens bien que ça freine. Tu le sens, Hugo, vous le sentez tous. Il faudrait que ça continue, regarde, un peu plus longtemps, de manière, tu vois, à replonger, mais beaucoup plus en allant vers l'avant et beaucoup moins en donnant l'à-coup que vous donnez ici, où vous faites ça, tu vois. Il faut que ça soit plus le replacement du dos, il faut que ça soit la conséquence de votre accélération, plus que d'un mouvement volontaire ou à un moment donné qui est dédié à compenser le manque d'accélération. Tu me suis? Moi, pour moi, le débutant, il est comme ça en pape. Voilà, tu as une sinusoïde qui est vachement prononcée. Mal orientée déjà au début, donc il monte beaucoup vers le haut. Il crée peut-être une grosse vitesse, mais comme elle est mal orientée, l'accélération, elle s'arrête quasiment, tu vois, elle décélère immédiatement. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc il replonge. Il replonge parce que là, il recherche de la vitesse, mais en allant vers le bas. C'est ce qu'il fait, mais dans l'autre sens. Et il passe son temps à ça. L'espère, je vais le faire là, hein.
L'Esper, il va faire un truc beaucoup plus allongé. Et ma coulée, je sais pas trop. Hein? Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est pour toi une bonne coulée? Il faut gagner de la vitesse dans la coulée. Enfin, faut aller assez vite quand même. En faisant quoi? Il faut que ça soit tonique dans l'eau quand même. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des grandes ondules. Ouais. Il faut vraiment être tonique, ouais. bien gainé, bien ouais. positionné. D'accord. Là, vous êtes en train de vous adresser à Antione et vous lui dites ce qu'il devrait mettre en œuvre pour ses ondules. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais. Là, je sais pas. J'en ai aucune idée. Vous puissiez me dire à quoi sert le pivotement. À quoi ça sert? D'accord, à tourner, à se mettre dans le bon sens, mais surtout... À ne pas perdre de vitesse. On gagnait justement. Ah, on gagne. Bah, le virage. Mais quelle est sa fonction? Non, et je non plus. On roule. Donc en fonction de ces caractéristiques d'ensemble, ou il y en a d'autres ou Et sur les conditions... En fonction, alors on va partir de ces quatre-là. En fonction de ces quatre-là, qu'est-ce qu'il va falloir plus ou moins orienter? Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de puissance. Pourtant, Nistrand, il pousser, quoi, et donc chercher à aller loin. Il va chercher à aller loin. À partir. Il se passe des choses au sein du système nerveux qui, indépendamment de l'environnement, a une incidence sur l'apprentissage. La chose, c'est que dans une pointe frontale, dans un geste relativement simple, ça c'est vrai, geste circulaire relativement simple, eh ben, on peut apprendre sans forcément avoir une activité motrice. Donc on se rend compte que ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont mobilisées, qu'on fasse un geste ou qu'on ne le fasse pas, qu'on s'imagine le faire. En général, pas d'informations techniques, j'en donne peu. J'essaie de faire en sorte que la séance de muscule, elle corresponde bien et qu'elle crée un rappel technique, mais conditionné par ce qu'on travaille physiquement. Par contre, les 2 ou 3 séances de récup, là, on échange pas mal. On échange, mais ça reste verbalisé. D'accord. Ça peut être regarder encore l'écran, mais généralement, c'est dans la verbalisation. C'est est-ce que tu as bien ressenti? C'est un peu du feedback mental. Ouais. Est-ce que tu as travaillé ce dont on avait parlé? Par exemple, là, lors des séances vidéo techniques, on fait 1 fois toutes les 3 semaines. Ça veut dire qu'en plus de programmer une action, on programme des sensations auxquelles on s'attend. Et on utilise ce qui s'est passé avant pour programmer et évaluer ce qui va se passer après. Ça, c'est hyper bon pour l'auto-évaluation, par exemple. C'est une façon d'objectiver des sensations en les rattachant à un résultat. Voilà. Des sensations pour des sensations, ça ne sert pas à grand-chose, mais des sensations pour un résultat, c'est utile. Et puis, il y a programmation du mouvement, mais aussi il y a la programmation de la posture. Il ne faut pas oublier que le système nerveux, quand il programme un mouvement, il programme en même temps l'organisation posturale, systématiquement. En général, il programme l'activité posturale avant le geste lui-même. C'est-à-dire que sur un geste quelconque, un geste aussi simple que lever mon bras, je décidais de lever mon bras, à mon insu, avant même que mon bras commence à se déplacer, mon système nerveux agit sur l'ensemble du corps pour anticiper l'action que je vais mener. Écriture. Vous avez un grand physiologiste, vous voyez, vous avez sa signature. La signature, c'est vraiment personnel. Voilà. Eh bien, vous voyez 10 conditions de faire la même signature. Condition normale, le bras sur la table, compte avec le poignet, condition avec le bras levé, condition toujours avec la table en normal, ici, petite signature, ici une grande signature, après vous avez avec le bras levé, après vous avez dans des conditions variées, au tableau, signature au tableau, signature avec le pied, signature avec la bouche, signature, etc. Et on voit bien, alors après il y a des études qui sont faites d'un point de vue purement mécanique, enfin, systématique. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des rapports de proportion qui sont conservés. Ça, c'est conservé. Par contre, ce n'est pas les mêmes muscles qui agissent. Ce n'est pas dans la même posture. Ce n'est pas les mêmes segments.
mais par contre, il y a des rapports temporels qui sont conservés. Donc, ce qui semble, effectivement, c'est un argument pour dire que ce qui est programmé, en définitive, ce n'est pas un message précis, un muscle précis. C'est des rapports relationnels entre les... Et ça, en fait, depuis ce moment-là, depuis donc mars 2007, on a évoqué tout ça, on a vu assez rapidement, et je lui ai dit, bah, la vidéo, il y a ça, des formations là, l'absence de glisse, la désynchronisation qui survient avec ça. Et je crois réellement qu'il a suffi de le regarder, qu'il se voit à la vidéo, qu'il voit notamment ses sorties où il se cassait complètement, il coulait. Et là, on a vu ce matin les jambes en bas, mais avant, il avait jambes en bas, puis cassé du buste, donc la tête allait plus bas que les épaules, qui elles-mêmes étaient plus basses que le bassin, avec toujours les jambes qui restaient en bas. D'accord. Donc un chalut. Ici, on est en bord de mer. Il sortait le chalut, et après, il devait redonner une vitesse et avoir un autre palier. Enfin. Le problème de la prise de décision se pose dans toutes les spécialités. Il a un poids différent. Mais pour avoir travaillé dans les années 90 avec Michael Prüfer, qui a été non pas champion olympique puisque le sport n'était qu'en démonstration, mais vainqueur de l'épreuve de démonstration en kilomètres lancés à Albertville, c'est pas une activité où on imagine au départ qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. En fait, si on regarde la modélisation qu'il avait construite avec les spécialistes experts de l'époque, eh bien, il y avait 2-3 décisions à prendre. Son modèle, c'était, j'ai une première partie de course où j'acquiers de la vitesse sur le modèle du skieur classique. Donc, c'est la trajectoire qui est décisive. Puis, arrivé à 170, 180 km/h, la trajectoire devenait rectiligne et ce qui devenait décisif, c'était la posture en termes d'aérodynamisme. Donc, le référent qui devenait pertinent pour continuer à gagner de la vitesse changeait. Et donc il y avait une décision très importante pour lui, c'est à quel moment je passe d'une stratégie de trajectoire à une stratégie de posture. Si je le fais trop tôt, je perds des possibilités d'accélération en trajectoire. Si je le fais trop tard, je perds des possibilités d'accélération en posture. Il y avait une deuxième décision importante pour lui, c'est quand il passait dans des zones, bien qu'elles étaient normalement calibrées au laser, il restait l'aspérité. Quand vous êtes aux environs de 200, 210, 220, si vous passez sur une aspérité que vous n'avez pas prévue, vous risquez d'exploser en vol. Tout le reste était relativement calibré par des choses préprogrammées. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre qu'elles ne peuvent pas peser de façon sensible sur la performance. Et donc par exemple, aux 1500 mètres en course à pied, évidemment que l'aspect maîtrise de la foulée, que l'aspect potentiel athlétique va être important, mais à un moment donné, est-ce que face à un concurrent que je connais dans une course de très haut niveau, est-ce que je choisis d'essayer de battre mon record, donc est-ce que je joue le temps ou est-ce que je joue la place? Donc on va prendre la finale ou la série comme tu veux. On va prendre la série. C'était intéressant parce qu'elle avait fait dès les séries. Donc elle est à la 5. Et là par contre, ça va être très solide là, à la fin, toi. Et ça j'aimerais qu'elle le conserve. Donc je repère ça si tu veux à la fin des séries. Je lui dis bah écoute Mélane, voilà, dans la finale il va falloir, dans le deuxième 25, essayer de t'organiser comme tu l'as fait sur la fin de ton 50 mètres. On en fait, non, réellement une toutes les 3 semaines. D'accord. Qui nous prend vraiment du temps. Où on se pose, où on fait les ralentis, où Hugues fait l'analyse de sa course en mental, et il regarde les vidéos et il refait une contre-analyse. Dans ces approches, comment on améliore le contrôle du mouvement? Souvent, c'est par prise de conscience. Clairement, on fait prendre conscience aux gens des positions qu'ils ont, des postures, des mouvements qu'ils réalisent, et on met ça en relation avec les conséquences du mouvement. C'est-à-dire, quand on fait ça, quelle est la conséquence automatique sur le mouvement? Par verbalisation. Voilà. On discute, on accès aux représentations. Les approches cognitivistes, a priori, elles sont plus explicites sur le quoi faire, le comment faire. On donne généralement beaucoup de consignes, et des consignes qui sont basées sur un savoir-expert, sur un modèle idéal. Et elle donne souvent des solutions. C'est-à-dire, fais ça. Assez
pas autoritaire, mais directive. Il y a des pédagogies qui sont très analytiques. C'est-à-dire, en gros, quand on a une tâche qui est très complexe, qu'est-ce qu'on en fait? On la décompose. Et on réduit chaque problème en sous-tâches. Puis ensuite, on recompose. Si l'action est complexe, par exemple, ce qui se fait classiquement en athlétisme, quand on fait du saut en longueur, eh bien, la liaison course-impulsion, c'est un vrai problème. Du coup, il y en a qui travaillent l'impulsion d'une part, donc ils décomposent l'impulsion de la course, puis ils travaillent la course d'autre part, la prise d'élan, la marque. Et puis ensuite, ils essaient de recomposer. Et des fois, ça marche pas. En lancer, c'est pareil. Ils essaient de travailler le lancer sans élan, puis ensuite ils rajoutent l'élan. Et moi, je ne suis pas complètement partisan de ça, puisque quand on décompose, c'est un vrai travail, quand on recompose, c'est encore un vrai travail. Et moi, je me dis qu'il faut tout de suite travailler sur l'ensemble, le global. Et pour moi, il n'y a pas de vérité. Il y a à expérimenter toutes les situations possibles, de l'analytique au plus global, dans lequel tu dois trouver des sensations, avoir certaines perceptions, être sensible à certaines informations tactiles, proprioceptives, je sais pas, d'écoulement de l'eau contre le corps, etc. Et elles doivent te servir à t'organiser pour aller dans cette direction. Enfin, on améliore par rétroaction. Alors CA, c'est la connaissance du résultat, c'est-à-dire qu'on donne la connaissance du résultat, il faut que la personne elle sache si elle a atteint le but ou pas. Et CP, la connaissance du processus, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache si les moyens mis en œuvre ont été opérants ou pas. Tout ça, ça lui permet de s'auto-évaluer. C'est-à-dire à un moment donné, si vous dites à quelqu'un auto-évalue-toi qui n'y arrive pas, et qu'en retour vous ne lui dites pas comment améliorer la façon de s'auto-évaluer, il ne sera jamais meilleur. Quelles sont les propriétés du feedback extrinsèque sur l'apprentissage? Il est bien évident que ça répond au moins à 4 questions. Les propriétés motivantes, propriétés de renforcement, propriétés informationnelles, propriétés de production de dépendance. Ça, c'est un petit peu les limites des processus de feedback. Lorsque la tâche est ennuyeuse, répétitive, de longue durée, on a tendance à détériorer la tâche et un feedback bien adapté renvoie à une amélioration tout simplement et une motivation supplémentaire, par exemple des félicitations ou quelques éléments d'encouragement. Concernant le renforcement, on est dans une problématique dans laquelle chaque fois qu'on a un feedback positif, on a tendance à renforcer la bonne réponse. On sait que le feedback négatif est moins porteur que le feedback positif. Quand on dit non, c'est pas bon, l'individu ne sait pas pourquoi et il a tendance à moins bien se motiver par rapport à la logique, alors que quand on l'encourage, lorsqu'on lui donne des informations positives sur ce qu'il fait, eh bien, on a cette notion d'encouragement. Si le modèle est expert, l'exécution correcte servira de source d'information. Mais attention, lorsque le modèle est expert, il faut bien montrer le décalage existant entre le modèle et soi-même. Enfin, si le modèle est non expert, l'observateur doit prélever les informations dont il a besoin. On sait dans la théorie, par exemple, de l'apprentissage, qu'une fille est beaucoup plus sensible à un modèle féminin, un garçon est beaucoup plus sensible à un modèle masculin. On sait que le modèle expert facilite le développement des connaissances déclaratives et procédurales nécessaires à la détection et à la correction de l'erreur. Et enfin, on sait que le modèle expert fournit au sujet des informations sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre le but de la tâche. Enfin, il faut faire attention que le feedback peut rendre l'individu indépendant. Je vais prendre un exemple très simple. Si je réalise un parcours, par exemple à 25 mètres, et que, à peine arrivé, on me donne mon temps immédiat, je suis passif. Si avant de partir, on me dit « Qu'est-ce que tu souhaites faire ?» C'est-à-dire j'ai un projet, exemple, je souhaite faire 12-4, et à l'arrivée, on me dit « Qu'est-ce que tu penses avoir fait ?» Et si je dis je pense avoir fait mieux que ce que j'ai dit 12-3, et là on me dit le chrono indique 12-2, ça veut bien dire que tu as été plus vite que ce que tu avais prévu. Donc vous voyez que là on a un traitement de l'information qui est bien un projet identifié, une identification par l'individu de qu'est-ce que je pense avoir fait, et enfin le feedback est là extrêmement important.
Alors que s'il n'est donné que systématiquement, eh bien l'individu progressivement devient passif et il attend qu'on lui donne de l'information. Ce n'est pas lui qui traite l'information, mais évidemment c'est par exemple l'entraîneur. Quelle quantité de feedback on va donner? Eh bien, il faut évidemment faire attention aux capacités de traitement de l'information de l'individu. Et ces capacités sont extrêmement limitées. Donc, si on doit choisir, on doit donner l'information la plus importante. Et si on a donné cette information la plus importante, on peut éventuellement la compléter par une information supplémentaire ou complémentaire. Si je dois faire plusieurs essais, exemple si je fais 10 fois 25 et à chaque 25 je donne une consigne, eh bien il est important d'abord de donner un délai court entre le moment où j'ai réalisé, le moment où j'obtiens une information, un feedback, mais aussi il est important d'avoir un délai court entre le moment où j'ai l'information et le moment où je peux traiter cette information pour réguler un nouveau mouvement par exemple. Cette fréquence doit être extrêmement importante au début de l'apprentissage ou au moment où on veut changer un mouvement et donc on doit être extrêmement attentif au moment où on transforme une activité motrice. On n'est plus sur l'apprentissage, on est sur l'adaptation motrice et là on a besoin d'énormément d'informations. Mais si trop d'informations tue l'information, il faut progressivement la réduire pour ne l'amener qu'à des moments clés. On donne une information sur un premier essai, puis sur un deuxième, et après, progressivement, quand l'individu a bien été en mesure de contrôler chacun de ces essais, eh bien, on va donner une information sur un ensemble d'essais, soit d'une manière moyenne, soit sur une manière qui permet d'avoir ce qui est représentatif. Dans l'activité complexe, eh bien, plus le niveau d'abstraction est faible, plus il faut rester sur la globalité. Il faut donner des retours extrêmement généraux qui résument tout simplement l'ensemble des informations relatives à ces différents critères, alors que pour un niveau d'abstraction élevé, on peut s'intéresser à des paramètres de la performance extrêmement précis sur lesquels on peut agir. Bon alors les trois premiers, tu te forces à avoir bien la verticalité des bras, hein. Ok? Ouais. Hein? Verticale, bien fermée, poussée arrière et fermeture de tes bras. Ne tire pas sur les bras au moment du départ, c'est les jambes. Alors, quand tu appuies là, il faudrait que ton pied s'enfonce moins. Tu appuies, tu as vu, et ton pied vient s'enfoncer là. Ça veut dire que quand tu appuies, toute la force, tu la mets pas sur la plante du pied. En fait, si je peux. Ouais. Il faut te mettre en tension sur le pied. Il faut que tu appuies à vos marques. À vos marques, il faut vraiment que tu appuies le pied. C'est-à-dire d'avoir un angle maximum. Je fais 80 coups de bras de plus qu'à Budapest. Ouais, je vais moins vite. La tête est vachement haute à un début. Hein. Ouais. Et après ça va mieux. Parce que je peux pas tirer au départ. Dès que je peux pas tirer, je compense en me relevant. Plus que parlant sur le plan de la fatigue musculaire, neuromusculaire. Et tu m'as fait quoi? Parce que les fréquences là, dans le 1500 TT, je sais pas si tu n'as pas 2 points de fréquence en différence entre chaque. Tu fais un plongeon, comme tu fais d'habitude. Moi, je vais venir ici, je vais regarder la qualité de ton plongeon. Bon, la qualité, ouais. Ton plongeon, ta coulée. Et puis toi, tu vas sortir de l'eau et tu vas à nouveau voir ton plongeon, ta coulée. D'accord. Okay. Tu vas avoir un retour d'information. D'accord. Ok. Ouais. Le problème là, c'est qu'il faudrait qu'elle continue à projeter le corps vers l'avant, hein, tu vois. Donc les bras seraient comme ceci, orientés vers l'arrière. Voilà. Le problème, c'est comme chez beaucoup de nageurs, il y a la peur du vide. Donc en fin de compte, ce qu'elle est en train de faire, c'est elle s'élance et elle est en train de mettre les bras pour
pour pas shooter. Tu vois. Peut-être la peur de ne pas avoir le temps de ramener les bras. Ah ouais, non, mais ça c'est... States of America